Bon, merci. Je vous présente d'ailleurs tous mes vœux de bonheur, de réussite pour cette année de santé, pour cette année 2022. Merci de m'accueillir. Donc, je suis David Olivier Caron, je suis le secrétaire général de la CFDT Douane et je suis dans le civil chef de service de la surveillance douanière. Alors, un chef de service de la surveillance douanière, c'est un cadre qui encadre une équipe d'agents. Alors, ça va de 20 à 100 personnes, 100 agents, sur les agents en uniforme armé que vous pouvez voir au bord des routes ou dans les gares et ports internationaux et les aéroports. Donc c'est une enquête, donc merci de m'accueillir, c'est une enquête qui nous parle à tous car on y retrouve ou des problématiques qu'on rencontre au quotidien dans nos métiers, on découvre l'ampleur de sujets qu'on connaissait mais dont on n'avait pas mesuré justement la prégnance et l'ampleur, et on découvre l'ampleur de sujets qui ne sont pas dans notre champ. Mais je pense notamment à l'expression des collègues de la fonction publique hospitalière. Donc Laurent, tu m'as demandé de construire une petite intervention de 10 minutes autour de quelques points saillants, sachant que dans notre champ, au niveau de la douane, on avait nous-mêmes fait une petite enquête à notre niveau, il y a un an, sur la carrière et les métiers de la catégorie 1 en douane. J'ai choisi 3 points, ça rebondit sur ce que vous avez déjà dit, la gestion des ressources humaines, les climats de tension potentiels entre les titulaires et les contractuels, et la réforme des pouvoirs publics qui questionnent sur leurs ambitions profondes. Sur la gestion des ressources humaines, je crois que dans le domaine, on a tous des cultures d'entreprise. La nôtre, elle est très légaliste, voire très égalitariste. Sur les promotions, par exemple, on a une vraie culture de l'ancienneté, et pour les cadres, on a une culture de l'ancienneté teintée de profil. On a nous-mêmes fait évoluer nos positions de vote, car, comme tu l'as dit, quelqu'un qui n'est pas prêt à encadrer 40 personnes, c'est l'envoyer à l'échec de valider ce projet de carrière, et c'est aussi envoyer en difficulté les 40 personnes qui vont encadrer. Donc on a nous-mêmes fait évoluer un peu nos positions. Alors du profil, on ne sait pas faire, mais on a travaillé là-dessus. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il n'y a plus de CAP. Et donc le rôle qu'on faisait, c'était un rôle de tiers de confiance. Nous, on expliquait la décision et après on accompagnait les collègues cadres pour faire évoluer. Alors si la décision est favorable, youpi, et si la décision n'était pas favorable, on les accompagnait pour travailler, pour voir comment on pouvait travailler avec eux sur un projet de carrière. Aujourd'hui, plus de CAP, plus de visibilité, plus de transparence, plus de confiance. La conséquence pour les cadres, elle est terrible puisqu'on met en concurrence, et tu l'as dit, des métiers qui sont extrêmement différents. On a des chefs de brigade qui sont des managers, on a des enquêteurs qui sont des juristes, on a des rédacteurs qui ont une expertise, on a des services de soutien qu'on oublie trop souvent. Donc il y a cette espèce de concurrence entre des métiers qui sont très différents, et l'absence de lisibilité crée chez les cadres une révolte, peut-être pas, en tout cas une très grande colère. Alors, il a fallu qu'on s'adapte, et on s'adapte. Et donc, dans ce cadre, nous, on a beaucoup travaillé sur les recours, puisqu'il y a quelques voies de recours qui sont mises en place. Mais on a travaillé beaucoup sur l'information. Donc, on a obtenu des droits pour les agents, notamment de la lisibilité sur ce qui a été dit sur eux par le N+1 et le N+2, et surtout le classement qui est défini par le comité qui décide. Et ensuite, on travaille aussi sur la médiation, puisque une fois qu'on a fait ce travail de recours, d'information, on engage maintenant avec les agents un travail de médiation auprès de ceux qui décident pour les promotions. Et donc ça pose un enjeu qui est extrêmement important, c'est l'enjeu de la formation des militants. Parce que le métier change totalement. On avait, pour ceux qui savent, des CAPistes. Maintenant, il va falloir qu'on revoie un peu nos façons de voir, puisqu'on va maintenant accompagner les agents dans une espèce de parcours de carrière, comme dit l'administration. Donc il y a un véritable enjeu sur la formation des militants. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'était les changements sources de tension, et notamment la question de la cohabitation du statut titulaire contractuel. Alors, ce n'est pas un sujet qui est très nouveau. Le principe chez nous, je ne sais pas si c'est pareil ailleurs, c'est qu'un contractuel, il est recruté sur une compétence, ou plutôt sur une absence de compétence en interne. Donc, très souvent, c'est du niveau cadre. Essentiellement, chez nous, c'est du niveau cadre. Donc, s'il existe un climat de concurrence ou de défiance, il faut d'ailleurs le relativiser, hein, c'est pas très violent non plus, hein. Il pourrait être levé avec une politique ambitieuse de valorisation des acquis de l'expérience et de formation. Alors, l'exemple le plus marquant chez nous, c'est l'aéromaritime. Vous savez qu'aussi qu'on a la mission garde-côte, donc on a aussi des bateaux, des avions, et donc des gens qui pilotent et font fonctionner tout ça.
Et c'est dans ce type de métier qu'on a beaucoup de contractuels. Nous, on a fait des propositions qui, pour l'instant, ne sont pas entendues, mais on ne désespère pas. Les besoins sont importants. Donc il y aura de toute façon toujours besoin de contractuels et ils sont indispensables au fonctionnement de l'aéromaritime douanière. Mais il existe aussi des compétences en interne qu'il faut valoriser. Et ça nécessite une politique pour les cadres. Alors une politique un peu budgétaire, il faut créer un petit peu de postes de promotion. Il faut une politique de valorisation des acquis de l'expérience, et ça, c'est pas forcément dans l'ADN de l'administration, en tout cas pas chez nous. Et il faut une politique de formation dans le domaine. Dans le domaine aéromaritime, une formation, c'est facilement 1 an, 2 ans. Est-ce que l'administration aujourd'hui est capable, quand elle a recruté un cadre, au bout de 10 ans, de dire « je vais le mettre entre parenthèses pendant 2 ans pour le former, pour le faire arriver à un niveau de compétence ». Aujourd'hui, ils en sont a priori pas capables. D'où des difficultés parfois. Si on travaillait sur ce genre de logique, sur ce genre de politique, on pourrait faire vivre sans difficulté et faire cohabiter vraiment aisément à la fois nos collègues contractuels et des collègues titulaires qui pourraient accéder, avec un petit peu de VAE et de formation, à des postes aussi d'expertise particulière. En tout cas, moi je rappelle toujours la difficulté, les contraintes qui sont celles du contractuel, hein, même si elles sont assumées, c'est plus précaire. En termes de salaire, moi j'ai tout vu. Du très bon ou du très mauvais, et la mobilité qui est toujours à négocier. Voilà. Et donc nous, on a l'intention en tout cas d'aller vers nos collègues contractuels, puisqu'une fois qu'on est recruté, on est tous salariés, on est tous douaniers. Voilà. Donc cette piste-là de la VE de la formation, pour l'instant, nous, on n'a pas réussi à la lever. Le troisième point, les réformes des pouvoirs publics qui questionnent sur leurs ambitions profondes. Alors, bon, vous connaissez le discours général ambiant, un agent public, c'est un coût. Et je pense malheureusement que dans les mois à venir, on va vivre le concours Lépine de la suppression de l'emploi public. Mais en douane, nous, depuis 1993, l'ouverture des frontières, on enchaîne les restructurations. Alors, elles sont toujours orientées sur l'idée de modernisation. Alors, on a eu la RGPP, vous en avez parlé. Nous, on a eu des plans, douane 2012, CAP 2015, le plan stratégique douanier. Toujours un nom assez innovant. Et à chaque fois, c'est environ 700 emplois en moins. Et au hasard de l'actualité, on a aussi des créations d'emplois. Donc le plan de lutte antiterroriste, après les attentats, on nous a créé 700 emplois. Le Brexit, on nous en crée 700. Enfin, globalement, la balance, on a perdu la moitié de nos effectifs en une trentaine d'années. Et dernièrement, d'ailleurs, on nous retire un de nos piliers, puisqu'on nous retire nos fiscalités, ça sera environ 700 à 2000 emplois. Bon, c'est quoi le sujet derrière? C'est la position du cadre. La position du cadre, lui, il est lui-même restructuré. Il est le relais de la direction. Alors lui, il est le local de l'étape souvent, alors que la direction, au moins, elle a l'avantage de changer tous les 5 ans. Donc s'ils tiennent un discours différent, ils ne le tiennent pas devant les mêmes personnes. Donc c'est un statut qui est différent, pas beaucoup plus confortable, hein, mais c'est différent. Il est donc restructuré, le relais de la direction. Il est le réceptacle de la colère des agents, vous en avez parlé. Et quand le plan est massif et inefficace, il est lui-même, souvent, parfois, opposé à la réforme. Quand c'est massif et inefficace. Donc là, la position du manager, elle est intenable. Elle est intenable pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de lisibilité stratégique. Je pense que l'État n'en a pas. Il n'y a pas de politique dans l'État de collégialité de la décision. Tout vient d'en haut. Et il n'y a pas forcément de soutien. Donc le chef de service, le cadre sup, le cadre intermédiaire, je ne sais pas comment il faut l'appeler, doit souvent assumer seul le service après-vente de décisions qui viennent de très haut. Et même parfois, entre cadres, c'est un peu la politique de la patate chaude. On se relaie la difficulté à aller présenter la réforme. Donc même entre cadres, c'est parfois assez difficile. Donc je voulais conclure pour souligner ce rôle extrêmement difficile qui génère extrêmement de stress, d'angoisse dans une administration qui est, pour nous, historiquement et par nature de ses missions, une administration polyrestructurée. Voilà, j'espère que j'étais dans le créneau. Très bien, merci beaucoup David. Merci pour ce témoignage, pour cette intervention qui met en lumière des éléments bien entendu convergents, mais aussi complémentaires et que tu as apporté, notamment au niveau de la question du dialogue social avec
avec cette réforme qui impacte également la fonction publique, alors que on est dans le secteur privé au bilan des ordonnances Macron, et je crois que nous, on est un petit peu derrière, mais on fera malheureusement, je pense, un constat un peu similaire dans quelques temps. Et puis, bien entendu, tes propositions et le travail mené en matière de formation, c'est effectivement important pour la valorisation aussi des carrières et également la qualité du service public. Et puis, cet éclairage sur la posture difficile des cadres managers, souvent les cadres de proximité et ce qu'on appelle les cadres intermédiaires, qui sont pris effectivement dans des parties des fois compliquées.